Une journée de camping ordinaire pour Zach et ses amis vire au désastre lorsqu'ils s'aventurent dans les bois pour ramasser du bois de chauffage pour le groupe. Les dieux de l'Isekai se sont dit que ce gars devait souffrir, alors ils l'ont balancé dans un système multiversel. L'écran bleu de l'Isekai l'accueille alors qu'il se demande s'il n'y avait pas une sorte de drogue mélangée dans ces foutus brownies qu'il a mangé plus tôt. Appeler ses amis n'a servi à rien jusqu'à ce qu'une erreur système soudaine se produise, lui ordonnant de lancer un dé pour sauver sa vie. Il s'est retrouvé face au maléfique monstre à 9 queues, mais heureusement, le système est intervenu et lui a permis de tenter sa chance sur un lancer de dés. Au lieu de se battre pour sa vie et de se faire écraser, celui qui fait le plus gros score gagne, sauf que les chances de notre gars vont de 1 à 100, alors que la créature a 100 000 comme limite supérieure. Les chances sont littéralement contre lui, mais Zachary finit par lancer le dé, faisant défiler les nombres. Le bon côté ? Il obtient le score élevé de 96, presque le maximum que sa chance puisse lui offrir. Mais cela n'a pas vraiment d'importance quand, de l'autre côté, le monstre quasi-divin peut aller jusqu'à 100 000 et l'effacer facilement de la réalité. Zach se dit que c'est la fin et fait ses adieux à sa famille, sachant qu'il est sur le point de tout perdre à cause d'un putain de lancer de dés. Au lieu de bouder face à son destin, il parie sur la possibilité de décrocher la victoire et, par chance, le monstre ne fait qu'un maigre 91. Le score élevé de notre ami l'emporte, provoquant la mort de la créature toute puissante devant lui et l'absorption de ses pouvoirs directement dans le propre corps de Zach. Cela déclenche une tonne de montée de niveau d'un seul coup, et à son réveil, notre gars est de retour dans la même forêt. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, bien qu'il sache qu'il doit vite retrouver ses amis. Un petit problème. Tout dans cet endroit cloche. L'environnement entier est différent, et le système l'informe que le monde va être terraformé pour fusionner avec le multivers. Zach pense toujours qu'il est en train de faire un terrible cauchemar éveillé, mais il se reprend et trouve le camping-car, pensant avoir enfin rejoint ses amis. Il a essayé de les appeler, mais sans succès. Ses amis n'étaient pas là, mais un chien démoniaque se régalait de leurs provisions. Cette bête surnaturelle terrifiante a instantanément croisé le regard de l'humain avant de rugir. La créature a bondi à une vitesse fulgurante pour massacrer l'humain. Mais le premier réflexe de Zach n'a pas été de fuir. Il attrape sa hache et taille le torse de la créature, se blessant même à l'épaule au passage. La créature s'écrase lourdement au sol, le laissant se demander comment il a pu devenir aussi fort. Tout lui revient, le système et le monstre qu'il a vu, ainsi que le lancer de dés pour leur vie. Tout cela était bien réel. Il garde l'espoir que ses amis sont peut-être en vie, mais il ne parvient pas à les retrouver. Le chien démoniaque riposte avec une deuxième attaque, chargeant cette fois avec un puissant coup de griffe. Zach finit par esquiver la fureur de la créature, qui va s'encastrer dans le camping-car. Bien que le monstre soit extrêmement rapide, ses déplacements sont nuls, ce qui confirme la stratégie qu'il doit adopter pour le vaincre. Zach s'aventure plus loin et invite le monstre à le suivre. Le chien démoniaque rugit et le pourchasse dans la forêt, percutant plusieurs obstacles à cause de sa mobilité désastreuse. Cependant, même en courant aussi vite qu'il le peut, Zach finit par s'arrêter juste devant quelques rochers. Il s'attend maintenant à ce que le monstre fonce à toute vitesse. Le corps de notre gars frissonne, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la peur de la mort ou quoi que ce soit. Au contraire, cet homme est animé d'une rage bouillonnante et insondable. Le monstre fonce vers lui, et à l'instant décisif, Zach esquive son attaque, forçant la créature à s'écraser contre les rochers. Le choc l'a blessé, mais ne l'a toujours pas achevé. C'est là que Zach surgit dans son angle mort, enfonçant sa hache directement dans la colonne vertébrale de la bête, la brisant sous l'impact. Ce combat ne représente pratiquement rien pour lui comparé à ce qu'il a affronté plus tôt, et le monstre finit tué par des dizaines de coups de hache, donnant l'impression que cet homme est l'incarnation de la mort. Cette première élimination lui rapporte 100 pièces Nexus, confirmant la mort de la créature. Zach parvient à retourner au camping-car, du sang dégoulinant à chacun de ses pas. La situation s'annonce mal, et même en retournant au camping-car, il n'y a personne pour l'accueillir. Son corps est tellement affaibli qu'il tombe inconscient juste devant le véhicule. La fois suivante où notre ami ouvre les yeux, Zach est réconforté par la lumière non pas d'un, mais de 2 soleils. Il se réveille avec le même genre de mal de crâne que j'ai quand je lis une opinion stupide sur Twitter. Mon gars regarde ses mains, réalisant qu'il est couvert d'éclaboussures de sang. Pour reprendre un minimum le contrôle de la réalité présente, il attrape son téléphone pour vérifier l'heure, tapotant frénétiquement l'écran. Oh, mais voici un autre choc qui laisse Zachary pantois. Mon gars découvre qu'il a été frappé par la malédiction du protagoniste d'Isekai et qu'il est tombé dans le traditionnel coma de 3 jours qu'on retrouve dans toutes les histoires. Cela mis à part, Zach est sérieusement inquiet de ce que sont devenus ses amis, et particulièrement sa petite amie Anna, parce qu'une bonne petite partie de jambes en l'air pourrait être son salut dans ce monde foireux rempli de monstres, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il s'est rafistolé et n'a vu ou entendu aucun signe de ses amis depuis les 3 derniers jours. Même leurs bagages sont restés intacts ici. Au pire des cas, Zach se prépare mentalement, si ses amis ne sont toujours pas revenus, la seule conclusion logique est qu'ils ne reviendront probablement jamais. Les questions se bousculent dans son esprit. Il ne sait même pas quoi penser de l'endroit où il se trouve. Dehors, il remarque un changement intéressant. Les blessures de son corps ont déjà complètement guéri, et bien que le frérot devrait être mort d'une perte de sang alors qu'il est tranquille en train de shooter dans des bouts de bois et des cailloux. Le mystère de sa soudaine transmigration le laisse perplexe. Il est complètement seul dans les bois, sans le moindre réseau. La voiture ne lui est d'aucune utilité car la batterie est grillée aussi. Zach s'approche des arbres pour y grimper. Son expérience traumatisante avec le monstre le hante encore.
Je veux dire, imagine se faire humilier par une créature dès le premier jour. Le frérot ne sait même pas ce qu'il a fait de mal, s'il est sur une espèce de planète extraterrestre, ou si ce sont les extraterrestres qui ont envahi la Terre à la place. Avec sa dégaine de Levi Ackerman, il s'inquiète pour le reste de la planète, en particulier pour les membres précieux de sa famille comme son père ou sa sœur Mackenzie. Les liens qu'il partage avec eux sont sa raison de continuer à essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui. Zach grimpe sur la branche, assurant ses appuis et utilisant la hache comme levier. Quand il arrive enfin en haut, son visage affiche un choc évident, même à une telle hauteur. La seule chose que le frérot voit est une forêt sans fin entourée de montagnes. Le pilier de lumière rouge peut sembler impressionnant, mais le fait que cet endroit soit entouré d'un océan l'est encore plus. Ce qui veut dire qu'il est coincé sur une île, et ce n'est pas non plus un défi de Monsieur Beast où il va gagner $1 milliard s'il s'en échappe. Le Levi Ackerman de chez Wish est en colère au nom de la race humaine, hurlant contre le système pour avoir détruit toute sa vie. Mais voilà l'astuce, car au moment où il a interpellé le système, un écran bleu est apparu avec un titre « Né pour le carnage ». Ce titre augmente toutes ses statistiques de 10%, mais il y a aussi d'autres titres comme Faucheur Ultime pour booster ses stats de 10% supplémentaires, et une base de 5 points. Coup de chance lui donne des statistiques de chance, Fléau des géants le récompense pour avoir affronté une menace plus forte, disciple de David, surpuissant et tueur de Léviathan sont en gros la même chose, indiquant qu'il a vaincu un monstre d'au moins 50 niveaux supérieurs au sien. Pour faire court, le frérot a eu de la chance et a abattu un monstre très puissant dès sa première élimination. Zach est complètement perdu, se demandant si cet écran avec le texte mettant en valeur son nom lui appartient vraiment. La fiche de statistiques du gars indique qu'il est un humain avec une affinité de la Terre, avec plusieurs points de stats libres et des pièces Nexus disponibles. Il y a beaucoup d'informations cruciales ici, mais une chose est absolument certaine, le monde s'est transformé en une espèce de jeu vidéo merdique avec de vrais enjeux. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il est déjà niveau 16, un palier qu'il a probablement atteint grâce à l'incident du lancer de dés. La plupart des bonus de statistiques qu'il possède sont dus au titre qu'il a obtenu lors de sa première victime, et pour le moment, l'une de ses quêtes actives est d'atteindre le niveau 25 pour débloquer une classe parmi d'autres, comme tuer 4 héros et le général de l'incursion. Dans l'ensemble, il est coincé avec une sorte de système de protection de points d'apparition et d'avant-poste. En gros, le frérot doit protéger sa base, et il suppose que le pilier de lumière rouge indique l'incursion dont parle le système. Il ne comprend toujours pas ce qu'est un avant-poste, alors le système lui demande s'il est prêt à créer son premier avant-poste. Immédiatement, Zach se dit que cela doit désigner une sorte de base, un endroit qu'il aimerait appeler sa maison au lieu des restes merdiques de ce qu'il reste de leur voyage en camping. Après tout, un camping-car ne fera pas l'affaire dans ce trou perdu maudit de forêt infesté de monstres. Et vous les gars, que feriez-vous à sa place sans le système? Dites-le moi en commentaire. Zach accepte la création de l'avant-poste, et aussitôt l'écran bleu disparaît. Rien de magique ne se produit réellement. Le frérot est un peu déconcerté car le système déclare cet endroit comme son avant-poste, mais une voix le prend au dépourvu. Juste au-dessus se trouve une sorte de créature spectrale à un œil lui demandant ce qu'il fabrique. Activant le mode massacre, Zach attrape sa hache et s'apprête à abattre ce truc. À sa grande surprise, il réalise que la voix ne provient pas d'un humain, mais à ce moment-là, le frérot glisse frénétiquement de la branche, tandis que l'esprit exprime sa propre déception de tomber sur un humain. Waouh! Le premier monstre non violent qu'on rencontre et il est déjà en train d'être raciste. Bref, notre gars est sur le point de tomber. Il s'agrippe à quelque chose, mais au vu des écailles, je pense qu'on sait tout ce qu'il a attrapé. Le frérot connaît la véritable horreur au moment où il réalise qu'il s'est accroché au corps d'un serpent géant. Il a baissé sa garde ne serait-ce qu'un instant, et le voilà déjà dans le pétrin. Le bras droit de Zach est emmêlé, ne lui laissant que très peu de temps pour réagir. Il maudit son destin car, de l'autre côté, un serpent répugnant aux dents béantes lorgne son prochain repas. Ce même serpent s'enroule rapidement autour de tout son corps, s'assurant qu'il n'ait aucune chance de s'échapper. Zach comprend qu'il est dans un monde semblable à un jeu vidéo, et qu'il ne peut tout simplement plus se permettre de baisser sa garde. Eh bien, le moment suivant risque de ne même pas arriver car il se fait écraser par ce serpent comme si c'était une sorte d'ex-copine diabolique. Même maintenant, au lieu d'abandonner, notre gars sait que s'il veut devenir plus fort et survivre, il doit prendre de plus gros risques. Canalisant l'esprit d'un entrepreneur, le frérot attrape directement le serpent par la tête, avant de serrer si fort qu'il finit par lui exploser littéralement la tête. C'est une affirmation pour Zach, sa déclaration de survie éternelle. Mais la chance du frérot doit vraiment être merdique parce que la branche de l'arbre finit par se briser à ce moment-là, l'entraînant dans sa chute avec son nouvel ami devenu nouille molle. L'humain a compris la méthode de Sung Jin-woo. Ce système récompense toujours les chasseurs. Le pouvoir fait tout. Shine est la femme parfaite, et rien d'autre ne compte. C'est la seule mentalité dont il a besoin pour survivre, le seul moyen de devenir le plus fort. Alors Zach met tous ses points d'énergie pour presser ce serpent à fond et s'assurer qu'il s'écrase face la première au sol. Observant la scène d'en haut, le spectre est un peu déçu, pensant que l'humain n'a jamais vraiment eu la moindre chance dans un endroit aussi monstrueux. Alors qu'il s'éloigne en flottant, il commente à quel point un avant-poste aurait certainement amélioré les chances de l'humain. Mais encore une fois, il se demande pourquoi cet humain a choisi un stupide arbre comme avant-poste. Cette même créature a aidé de nombreuses races et civilisations différentes au cours de sa vie. Les humains ont toujours été les moins performants de tous. L'idée d'une cabane dans un arbre est la plus stupide de toutes. Le frérot il a craché sur notre espèce. Va te faire foutre toi aussi, globe oculaire flottant. Quant à notre gars,
la hache de Zack taille et coupe en morceaux tout ce qui bouge. Le spectre retourne sur les lieux et découvre ce même humain en train de déchiqueter le corps du serpent. Et l'unique globe oculaire du frérot en est choqué. Parce que l'homme qui se tient devant lui a littéralement transformé le serpent en sushi dans un bain de sang. Ça doit être les gènes de Levi Ackerman. Toujours en mode tueur, Zack se retourne pour cibler le spectre, ce qui l'effraie. L'esprit flottant est soudainement impressionné, réalisant qu'il a commis une grave erreur en sous-estimant les énormes couilles en titane de cet homme. Zack le foudroie du regard, alors que l'esprit se présente sous le nom de Vetabarash. Ou plus brièvement, Abby. Abby a en fait été envoyé ici pour assister l'humain concernant l'emplacement de son avant-poste. Et pour répondre poliment, notre gars se présente et demande ce que l'assister signifie exactement. L'esprit est un peu agacé que ce pitre n'ait même pas écouté le tutoriel. Abby explique qu'un assistant lui a été automatiquement assigné lorsqu'il a choisi cet emplacement pour son avant-poste. Zack exprime sa frustration de ne même pas avoir eu de putain de tutoriel de la part du système pour commencer. Au lieu de ça, le frérot a été automatiquement envoyé dans cette forêt infernale il y a 3 jours. Abby est choqué d'apprendre qu'il n'a même pas pu voir le tutoriel. Mais ce qui choque le plus cet esprit, c'est que cet homme n'est arrivé ici que depuis 3 jours, et non depuis des mois. Zack précise que cela fait effectivement 3 jours, ce qui met les choses en perspective et pousse Abby à réfléchir. Cela amène l'esprit à se demander s'il n'a pas été assigné à une sorte de défiant, qui est encore un autre concept dont notre gars n'a aucune idée. Abby comprend qu'il est totalement confus en ce moment puisqu'on ne lui a jamais fourni la moindre explication. Pour faire court, la Terre a été intégrée au grand multivers. D'innombrables autres planètes ont déjà existé dans ce multivers collectif depuis des milliards d'années. Et les habitants de la Terre sont progressivement déplacés vers des villes tutorielles pour apprendre et s'adapter au multivers. C'est aussi là que Zack apprend que sa famille va peut-être très bien. Car s'ils sont dans la ville tutorielle, alors ils sont en sécurité. En même temps, Abby précise qu'il y a un pourcentage de personnes qui ne peuvent tout simplement pas absorber l'énergie cosmique naturellement. Ces personnes sont inévitablement condamnées à se faire déchiqueter et massacrer par des monstres tôt ou tard. Tout mortel incapable de se cultiver finira englouti par l'environnement dangereux mis en place par le système. Finalement, Zack l'interroge sur le rôle des défiants, se demandant si son destin est de mourir. L'esprit souligne que les défiants sont simplement des mortels qui ont acquis une puissance dépassant les attentes moyennes. Traditionnellement, le système s'attend à ce que cette personne soit faible, il laisse donc l'humain mourir de mort naturelle. Mais si quelqu'un parvient à renverser son sort et à déjouer les pronostics, il défie littéralement son destin de mourir. En d'autres termes, c'est le pouvoir de la défiance. Mais pour quelqu'un comme Zack, sa situation évolue dans une toute autre catégorie, même au sein de sa propre classe. Bien qu'on lui ait accordé une opportunité incroyable, les choses ne seront pas toujours faciles pour lui. Notre gars est un peu énervé parce qu'il n'appellerait pas exactement une opportunité facile le fait de jouer sa vie sur un lancer de dés. Malgré tout, Abby estime que la voix de l'univers a finalement plus d'importance dans le grand ordre des choses. Et il insiste bien sur une chose. Ce que le système méprise par-dessus tout, ce sont les lâches. Autrement dit, la moindre possibilité qui ferait de Zack un raté se soldera par une punition absolue. Pour faire court, notre ami apprend qu'il va devoir accomplir ses quêtes, tuer ses démons, et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas son mot à dire. L'esprit lui assure que c'est la réalité quand on est missionné par le système, et qu'il sera surveillé de près jusqu'à nouvel ordre. Regardant autour d'eux à la recherche d'éventuels espions, Abby lui chuchote un conseil utile. Que Zack aura tout à y gagner s'il termine les quêtes en un seul mois au lieu de 3. Juste au moment où il s'apprête à dévoiler les détails de la récompense, l'esprit est brutalement expulsé de la zone, ce qui inquiète Zack. La notification du système explique qu'il a révoqué l'accès d'Abby bien plus tôt que prévu, ce qui signifie que ce système écoute tout, en permanence. Bien qu'il soit sous le choc, notre gars se prépare à accomplir toutes ses quêtes en l'espace d'un mois. La scène fait une transition fluide vers une soirée aristocratique. Un homme aux cornes démoniaques observe la situation d'en haut avec un léger agacement. Sa partenaire pour la soirée, une femme magnifique vêtue de rouge, commande son mécontentement et incite Ogress à sourire pour ce jour de célébration. Mais il n'a aucune raison de sourire, pas même après le fait d'avoir été fraîchement nommé général de l'incursion. C'est le plus grand honneur pour n'importe quel clan, mais ce qui mécontente le plus Ogress, c'est de ne pas avoir eu à tuer pour obtenir ce titre. Il fixe du regard un certain homme aux longs cheveux soyeux qui lui rend son regard. La femme lui recommande de peut-être se préparer à se battre au lieu de perdre son temps à s'amuser au club. Ogress se moque d'Aléa pour ne pas le connaître mieux que ça. Après tout, il ne compte absolument pas affronter ces types de fronts. Il veut juste que ses ennemis aient l'illusion du contrôle pendant qu'il tire les ficelles dans l'ombre. Car voyez-vous, dès l'instant où l'un de ces types boit le vin, le poison s'empare rapidement de son organisme, le paralysant à la manière du roi Geoffrey et lui offrant une mort très douloureuse. Une femme se précipite pour demander qui diable est responsable de tout ça, s'indignant que personne ne vienne ne serait-ce qu'aider cet homme. Après avoir fait couler le sang de cet homme, Ogress emprunte un chemin sombre. Le frérot a bien l'intention de devenir le prochain Light Yagami en faisant croire que ses ennemis se sont suicidés. De retour dans la forêt, nous retrouvons un monstre en train de s'abreuver à un magnifique ruisseau. Alors qu'il est tranquillement posé, la créature remarque soudain un petit insecte de type papillon qui se pose sur son museau. La scène est mignonne et on dirait que ces deux-là vont bientôt devenir amis. Mais soudain, le monstre sent quelque chose approcher par derrière et se retourne. Au moment où il ramène son regard vers l'avant, notre gars prend l'initiative et plante violemment sa lourde hache directement dans sa colonne vertébrale. Un coup mortel instantané. Avec ça,
il gagne le titre de tueur de démons. L'entrée de Muzan était épique au passage. Ce titre lui octroie une augmentation de 3% de ses statistiques face à n'importe quel ennemi démoniaque. Mais heureusement, Zack a eu sa dose pour aujourd'hui. Il est important de noter que le système ne facilite pas le concept de montée de niveau. Tout ce qu'il obtient, ce sont des points de statistiques pour l'aider à booster ses compétences jusqu'au prochain niveau. Mais même après avoir atteint le niveau 17, il n'a attribué aucun de ses 32 points libres à la moindre de ses statistiques. Au début, il se montre réticent et préfère attendre de trouver une stratégie pour les utiliser correctement. Mais ensuite, le combat contre le serpent géant a donné une leçon d'humilité à Zack, et il sait qu'il ne peut se priver d'aucun avantage pour le moment. Prenant lui-même les devants, il estime que sa meilleure chance est d'augmenter ses statistiques, ou du moins celles qui lui donneront à coup sur un avantage considérable dans le présent, plutôt que plus tard. Dans cette optique, il dépense 10 points dans l'augmentation de la force, 6 en dextérité, 5 en endurance et 11 en vitalité. Attendre à plus tard est une approche inutile car, dans cet environnement dangereux, le plus tard ne viendra même pas pour lui. Avec 25 jours restants jusqu'à la fin du mois, notre ami se demande s'il doit vraiment se fier aux informations d'Abby pour réaliser l'impossible. Il presse que le spectre a forcément dû lui donner ce conseil pour une autre raison. Et que cet avantage devait être si grand que même le système ne pouvait pas se permettre de laisser Abby en dire davantage. Zack dresse son propre bilan. Il pense que terminer les quêtes en un mois pourrait mener à la découverte d'une récompense spéciale. C'est soit ça, soit les choses deviendront encore plus dures après le premier mois, ce qui le pousse à agir maintenant. Plutôt que de se laisser abattre par sa situation, notre gars comprend qu'il a une chance que personne d'autre n'a dans cette phase de tutoriel pour prendre l'avantage. Buvant l'eau du ruisseau, il prend la résolution de ne pas gâcher cette occasion, il retire donc sa hache de combat du cadavre et s'équipe pour sa prochaine mission. Oh, au fait, vous vous souvenez de l'insecte de tout à l'heure? Il revient pour se régaler de la chair de la créature, ce qui est plutôt glauque si vous voulez mon avis. La nuit tombe la fois suivante où l'on retrouve notre ami. Il est assis près du feu, préparant un bon vieux steak de viande de monstre pour le dîner. Au vu de la situation, Zack en déduit que la plupart des titres qu'il a obtenus étaient tout simplement dus au fait qu'il a été la première personne à accomplir certaines actions dans ce monde. La première personne à tuer un monstre. La première personne à tuer un général d'incursion en solo et le tueur de Léviathan en sont la preuve. Mordant dans la viande coriace, il se fait la réflexion sur le fait qu'il n'ait rien obtenu quand il a créé l'avant-poste. Autrement dit, il y a d'autres personnes là dehors qui ont créé un avant-poste avant lui, d'autres personnes qui sont aussi des défiants et qui ne sont pas dans le tutoriel. Par exemple, le serpent qu'il a combattu plus tôt est devenu fort très rapidement, ce qui signifie que d'autres humains en dehors de lui pourraient déjà être très puissants. Un nerd loser pourrait finir par devenir le prochain candidat à Monsieur Olympia. Zack est d'avis qu'il doit y avoir au moins quelque chose dans la section boutique de l'avant-poste pour l'aider à devenir plus fort, ou au moins l'aider à retrouver le chemin vers sa famille. Tous les objets achetables semblent apparaître à côté des pièces Nexus, et il en obtient environ une centaine pour chaque élimination, selon les monstres qu'il a chassés. Prenant une autre bouchée, notre gars trouve fascinant qu'il y ait aussi une sorte de mécanisme de téléportation dans la boutique. Engloutissant sa nourriture, un sentiment d'optimisme l'envahit. Peut-être qu'avec cet appareil, il pourrait forcer sa propre téléportation vers sa famille ou inversement. L'idée semble géniale pour peu qu'il puisse quitter cette île stupide, sauf que voilà la partie de merde. Le téléporteur coûte la somme faramineuse de 10 millions de pièces Nexus, ce qui détruit très vite les espoirs du frérot. Il ne peut même pas tuer assez de chiens démons pour récolter tout cet argent, alors il lui faut trouver un moyen de farmer plus vite. Mais il y a aussi les quêtes actives qu'il possède. Zack comprend qu'il y a beaucoup de choses utiles dans la boutique, et s'il peut juste acquérir quelque chose d'hyper puissant tout de suite, les choses tourneront bien pour lui. C'est pourquoi il est intéressé par le fait d'accomplir les quêtes pour augmenter le niveau de son avant-poste et débloquer une classe. Cependant, quand il s'agit de dépenser des points, notre gars comprend qu'il ne peut pas non plus accumuler les points Nexus ou les statistiques à l'infini. Il doit être proactif face à la situation et les dépenser dans le présent pour accélérer sa progression immédiate. D'après ses découvertes, il a trouvé deux options notables qu'il pouvait s'offrir. La première était les compétences, plus précisément l'œil de discernement, qui coûte 3000 pièces pour, en gros, obtenir des informations sur d'autres créatures. En d'autres termes, c'est une compétence d'évaluation pour l'aider à tuer des monstres. Cependant, la première fois que le frérot l'utilise, ça lui donne un terrible mal de crâne. L'autre chose qu'il pouvait s'offrir était un objet. C'est un objet de rang F appelé le réseau de collecte à petite échelle mère-fille. Et oui, vous avez bien entendu, ce nom merdique est vraiment aussi long. Ce truc coûte aussi le même prix et permet à son porteur d'absorber l'équivalent de l'énergie cosmique d'un chien démoniaque toutes les 24 heures. Autrement dit, il gagnera de l'énergie de manière passive, même en dormant. Et bien qu'il ne soit pas un véritable cultivateur, le frérot est là à frimer et à voler leurs capacités. La partie médiation est tellement ennuyeuse que le frérot a déjà terminé et se lève pour aller tuer d'autres trucs en chemin. Après cela, Zack a commencé à consacrer presque tout son temps uniquement à la chasse. Parfois il tendait des embuscades et massacrait des chiens démoniaques, mais plus il les chassait, plus il devenait facile à tuer. Quand il ne pouvait pas les chasser correctement, il n'avait quand même pas beaucoup de difficultés à les vaincre. Chaque affrontement lui en apprenait plus que le précédent. Zack observait leurs traces et trouvait comment les localiser. Mieux encore, cet homme s'est mis à tournoyer comme une toupie béblade et maîtrisait bien mieux sa hache. Le frérot a même appris comment parer et dévier certaines attaques. Couplé à sa capacité oculaire d'œil de discernement, il a appris leur classification en tant que monstre bargueste. Pour s'assurer de ne jamais se sentir en danger,
il a intentionnellement laissé plusieurs ressources et cachettes dispersées sur l'île, lui permettant de continuer à survivre au cas où il lui serait difficile de rentrer. La chasse a continué, Zack rapportant chaque cadavre à la base avant de retourner sur le terrain pour en tuer d'autres. Les combats n'étaient pas toujours faciles. Il s'est retrouvé blessé et a saigné à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le nombre de ses victimes atteigne facilement les centaines. Cependant, plus il montait de niveau, plus il devenait difficile de poursuivre sa progression. Et pourtant, ses pouvoirs ne cessaient de grandir, jusqu'à ce que son esprit tout entier commence à traiter les Barghest non plus comme des prédateurs, mais comme de simples proies. À ce stade, Zack a atteint le niveau 23, mais il comprend qu'il est crucial d'accélérer le rythme. Ses statistiques sont toutes considérablement renforcées, mais il ne reste que 5 jours avant la fin du premier mois. Passons maintenant de l'autre côté, là où résident les démons d'incursion. Ogress rencontre un visiteur attendu, Riddle, et le général d'incursion est ravi de lui demander comment se déroulent les préparatifs de l'événement. Riddle est agacé, rétorquant que cet homme devrait déjà le savoir, puisqu'il a déjà lu les rapports. Ne ressentant aucune culpabilité face à ses actes, Ogress se défend en disant que c'est précisément son rôle de chef de déléguer quelques tâches à son second. Autrement dit, Riddle n'a plus qu'à serrer les dents. Il ordonne à l'homme de s'approcher et de s'asseoir. Riddle refuse de s'asseoir, avant d'attraper un verre de vin de sa main et de demander si Ogress peut se permettre d'être ivre en ce moment. Le chef murmure avec agacement que les gens n'arrêtent pas de poser cette question stupide alors qu'il n'a pas grand-chose à faire. L'incursion prendra encore plusieurs semaines avant que son tour n'arrive. Voyant là son opportunité, Riddle sourit de manière extatique et lui fait glisser un papier, le pressant de le signer rapidement pour qu'il puisse retourner à sa séance de beuverie. Parcourant la note, Ogre la signe nonchalamment, pensant que c'est une recommandation pour que Kevron rejoigne le maître des éclaireurs. Mais c'est bien là le problème, voyez-vous. C'est la stratégie de Riddle, car lorsqu'il se retourne, il est plus heureux que jamais d'avoir fait signer la note, assurant à son maître qu'il exécutera ses ordres. Ogre le qualifie de chic type, le complimentant même pour sa fiabilité au moment où la porte claque. Juste après, Ogre affiche un sourire malicieux. Il a hâte de se débarrasser de ce repère de Barghest dans les semaines à venir. De retour au point de vue de notre héros, Zack observe d'autres pistes sur le sol et trouve son chemin vers un autre chien démoniaque qui se repose tout près. C'est juste un jour de chasse de plus pour lui, d'autant plus que le monstre ne l'a pas encore remarqué. Sauf qu'ensuite, il croise directement le regard de notre gars, l'alarmant de nulle part. Au moment même où il encaisse le choc d'avoir été repéré par ce monstre, le chien Barghest est massacré par un monstre encore plus grand, surgi de nulle part. Zack meurt de trouille en ce moment, car heureusement il n'a pas été détecté, mais le monstre là-bas est littéralement en train de mettre la créature en pièces. Notre gars ne va surtout pas s'y frotter. Malheureusement, il n'a pas son mot à dire, car le chien alpha remarque que quelque chose se cache derrière les buissons. Le monstre scrute l'endroit pour vérifier s'il y a quelque chose, mais ne découvre rien. C'est parce que Zack est actuellement en train de d'étaler la peur au ventre, se demandant ce que c'est que ce truc. La taille de ce chien démoniaque est clairement bien plus grande que tous les autres, et si c'est ce qu'il doit tuer, alors le frérot est dans de sales draps. Pour l'instant, il sait que le choix le plus sûr est de retourner au camp, car un monstre de cette taille ne peut pas être éliminé sans un plan. Sauf que, quand notre gars arrive à son camp, il surprend un groupe de monstres en train de se prélasser sur place. Ils semblent aussi marmonner dans leur propre langue. Il y a trop de questions en ce moment, mais vu la situation, le démon ailé à droite semble être plus intelligent que la grosse bête à gauche. Le premier soupçon de Zack est de savoir si les créatures ont été envoyées ici spécifiquement pour le cibler et informer les autres de l'emplacement de son avant-poste. Espérant trouver des réponses, il active sa capacité oculaire pour obtenir des informations sur eux, apprenant que l'un est un démon diablotin et l'autre une sorte de chien démoniaque. Curieusement, au moment où il a utilisé cette capacité, les deux ont réussi à remarquer sa présence, mettant notre gars en danger. Le diablotin a 4 yeux sourit sournoisement tout en chargeant une attaque énergétique. Zack est sur le point d'être touché d'une seconde à l'autre. L'attaque du diablotin est sur le point d'envoyer notre gars en enfer, forçant notre homme à faire de son mieux pour la dévier avec sa hache. Oh, et au fait, il réussit à la dévier, ce qui commence à me faire penser que cette hache est secrètement super chéatée. Au moment où Zack pensait que la voie était libre, le second monstre, le démon bestial, s'est agrippé à lui. Encore plus de rayons d'énergie ont éraflé les épaules de notre gars pendant que le monstre le plaquait au sol. Zack coince une arme dans la gueule de ce vilain démon avant d'utiliser sa propre force physique pour éjecter cet horrible clébard de son corps. Quant au feu qui brûle son épaule, Zack a beaucoup de mal à s'en débarrasser, car même s'il ne l'a qu'à peine effleuré, il avait l'impression que son âme même en était consumée. Le diablotin s'approche nonchalamment de lui en agissant comme le boss final, marmonnant une langue que le frérot ne peut même pas comprendre. Pour empirer les choses, l'autre démon brise également sa hache. Mon gars est dans une situation de 2 contre 1 et il n'a même pas d'arme de rechange. Les chances sont peut-être vraiment merdiques, mais Zack pense qu'il peut encore les battre avec la vie qui lui a été donnée. C'est lui qui prend l'initiative en courant à toute vitesse vers le molosse démoniaque, pendant que le diablotin lance d'autres rafales enflammées pour l'atteindre par derrière. Heureusement, Zack les esquive toutes, fonçant à une vitesse incroyable jusqu'à se retrouver face au chien démoniaque. Le démon saute pour l'attaquer de front, mais cet homme est un tout autre animal et plaque cette garce comme s'il était John Cena ou un truc du genre. Le monstre essaie de le poignarder avec ses griffes et sa queue, mais malgré la douleur que ressent notre homme, il refuse de lâcher prise et l'écrase violemment au sol. Maintenant qu'il a l'avantage, Zack commence à balancer des grosses patates à droite et à gauche,
faisant regretter à la créature de s'être frottée à lui. Ces points qui ne font pas de jaloux tabassent le monstre sans pitié, sauf que c'est aussi là le problème. Car maintenant que Zack est bloqué au même endroit, le diablotin lance facilement un orbe de feu qui le frappe directement dans le dos, le laissant chancelant. Le corps de Zack succombe lentement à la douleur, ses flammes explosent par derrière et submergent son âme. Il pense que c'est la fin, même pour lui, car dans son état vulnérable, la bête démoniaque utilise sa queue pour viser un coup de grâce mortel. À ce moment-là, on nous rappelle l'énergie cosmique, cette même énergie considérée comme la base même du multivers. Depuis l'arrivée du système, depuis que Zack a tué le premier monstre, il possède cette énergie cosmique. Elle s'est accumulée en lui apprenant à la ressentir et à la concentrer, lui enseignant même la compétence pour l'utiliser. Pendant tout ce temps, Zack devait simplement devenir le genre de personne capable de maîtriser la puissance d'une telle énergie. Le coup perçant l'atteint, mais au lieu d'empaler son corps, il se plie et se brise à l'impact. Vous voyez, le Zack actuel est alimenté par l'énergie cosmique. Son corps émet une aura aux teintes orange et violettes, tandis que ses mains libèrent des décharges électriques. Il est furieux qu'ils aient brisé sa hache, tandis que le diablotin est pris au dépourvu par ce soudain revirement, ce qui le pousse à relâcher des dizaines de rafales de feu pour s'assurer de tuer l'humain. Mais notre gars est déjà en mouvement. Il attrape la queue du démon et commence à le faire tournoyer aussi vite que possible, le forçant à bloquer toutes les attaques enflammées avec son propre corps. Le Zack actuel est littéralement un monstre, et leur combat se poursuit donc dans un bain de sang entre les deux démons et l'humain. Le combat se déroule hors écran, car dans la scène suivante, nous sommes simplement introduits au 30e jour du premier mois. Quelques corps flottent sans vie, ceux du diablotin et de la bête démoniaque. Cela signifie que Zack a gagné la bataille. Il taille un peu de bois pour faire un nouveau manche pour sa hache, et après l'avoir peaufiné, il retrouve son ancienne arme. Bien qu'il espérait atteindre le niveau 25 et obtenir une classe rapidement, il accepte quand même l'idée de relever les quêtes avant cet objectif. Zack est convaincu qu'il ne doit pas ralentir sa progression, pas après être allé si loin. Le système actuel lui permet de prendre de plus grands risques pour de meilleures récompenses, donc cela lui semble également justifié. Quant à la tenue de cet homme, le frérot s'est officiellement fondu dans l'environnement, avec un physique ultra taillé, en route pour tuer son deuxième héros. Retournons du côté d'Ogre, qui semble avoir été bien occupé ce mois-ci. Rite confirme que ça a effectivement été mouvementé, bien que ce ne soit que le début de leurs épreuves, car après la formation du portail, ils seront coupés du reste du clan. C'est à ce moment-là que leur véritable travail commencera. Les deux démons fixent la magnifique faille spatiale, tandis que leurs partisans s'attardent en dessous. Cette armée de démons meurt d'envie de passer de l'autre côté pour semer le chaos. Le combat contre le monstre boss démoniaque commence avec notre gars esquivant le premier coup, pour finalement être frappé par le second et rouler sur le sol. Zack retrouve son équilibre et fait face à Vul, un monstre de niveau 45. La scène lui rappelle son expérience avec son père. Le garçon était allé pêcher avec lui, et avait appris que chaque animal avait un attribut qui le rendait spécial. Le père du garçon a attrapé le poisson, avant de le remonter brusquement, faisant remarquer à quel point les poissons étaient connus pour être glissants, sauf que contrairement aux humains, ils n'utilisent pas de pièges, alors que l'humanité utilisait aussi des lances à l'âge primitif. L'homme a expliqué que les animaux ne sont pas attrapés juste parce que les humains sont plus forts, mais plutôt grâce à la capacité des humains à comprendre les choses qui les rendent spéciaux, leur capacité d'adaptation. Alors, 2 heures avant de combattre le monstre, Zack a fait ses préparatifs et a préparé un piège en mémoire de son père. Et en ce moment même, il fait face à la bête qui est censée signifier sa perte. Même s'il ne peut pas gagner ce combat seul à cause de l'écart de niveau, un seul coup pourrait s'avérer fatal. Après tout, Zack a l'intention d'utiliser son intelligence à son avantage. Le monstre joue des griffes pour l'atteindre, manquant un autre coup, tandis qu'il s'assure que la créature ne lui porte pas un coup direct. En utilisant les pouvoirs de l'énergie cosmique, Zack inflige des coups critiques qui soulèvent même un monstre de cette taille. Jusqu'à présent, il a acquis une compréhension de cette énergie et peut la manipuler en la canalisant dans différents membres. De cette façon, il bloque certaines attaques avec aisance, tout en augmentant également sa puissance offensive. Zack n'est pas un cultivateur, alors il guide le monstre de la même manière qu'il a guidé le premier chien démoniaque. Avec seulement une quantité limitée d'énergie cosmique à dépenser, chaque goutte compte. Le monstre annihile des arbres d'un seul coup destructeur, ne laissant à notre gars aucune marge d'erreur. Zack se concentre sur ce qu'il peut faire dans cette situation, il canalise donc ensuite l'énergie cosmique dans ses jambes, avant d'exploser avec une force formidable pour lancer une contre-attaque. La contre-attaque est menée par le balancement de sa hache chargée d'énergie cosmique, qui entre directement en contact avec sa tête. La scène revient à la secte démoniaque. La faille s'ouvre de plus en plus grand. Ogro est curieux de savoir où se trouve Riddle, qui semble déjà avoir franchi le portail d'incursion. Le commandant s'adresse au général et prépare ses hommes, et dans un retournement de situation, révèle que le général ne les suivra pas à travers le portail. Comme si Ogro avait déjà anticipé cette tournure des événements, il leur sourit simplement. Retour à notre gars. Il est en surchauffe et presque à bout de force. Son corps abuse des effets de l'énergie cosmique, et cela le déchire de l'intérieur. Cependant, avec ce mastodonte titanesque à ses trousses, ce n'est pas comme si le frérot avait le choix non plus. Il aperçoit déjà le piège qu'il a préparé, alors il ne reste plus que quelques instants avant qu'il ne passe à l'action. Le monstre continue de faire rage, réduisant la distance entre les deux. Zack tend la main et trouve le piège. Le monstre est sur le point de le mordre, mais à ce moment-là,
il canalise une énergie explosive dans ses pieds, fonçant à une vitesse phénoménale pour esquiver le piège. Avec un tel élan, Vol est incapable de s'arrêter, et finit par foncer tout droit dans le piège. Notre gars se lève pour voir si ça a vraiment marché, et il semble que les pics aient empalé le ventre de la créature, l'une d'elles lui arrachant même la tête. Vol est officiellement vaincu, mettant fin au monstre de haut niveau dont l'énergie est siphonnée vers notre gars. Maintenant, non seulement Zack atteint le niveau 25, mais il termine aussi l'une des quêtes, débloquant le système de classe pour lui. La joie l'envahit car il lui a fallu tant d'efforts pour enfin atteindre ce niveau. Le frérot nargue le système, célébrant la façon dont il a vaincu un énième monstre. Mais ensuite, sa joie est anéantie par une terreur menaçante, alors que des ombres, une autre entité émerge. Mais pas juste une seule, il y en a plusieurs. Les chiens démoniaques ici vivent en meute, et ils viennent de trouver leur prochain repas. De retour du côté démoniaque, c'est le groupe rebelle qui finit à genoux, implorant pitié. Cependant, le nouveau général ne leur accorde aucune clémence, leur arrachant purement et simplement la tête. Ogress a éliminé toutes les mauvaises herbes de son groupe, tandis que son serviteur se demande combien de temps ils vont continuer à faire ça. Ogress ordonne à Namus de continuer jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de s'arrêter, tandis qu'Aléa est surprise qu'il ne soit même pas indulgent envers quelqu'un comme elle. Cet homme ne veut qu'aucun d'entre eux ne connaisse l'étendue de ses plans. Son but est de maintenir l'ordre et le contrôle. L'un de ses serviteurs écrase la gorge d'un traître, se demandant pourquoi il est prêt à risquer la protection du grand-père du général. Ogress en a fini de jouer avec ses histoires de trahison. Il en a marre que sa propre planète soit le plus grand risque pour son propre règne. Et avec les choses réglées ici, tout ce qu'il lui reste à faire est d'aller rencontrer les locaux lui-même. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, notre protagoniste continue de courir pour sauver sa peau, alors qu'une horde de démons le pourchasse comme des chiens enragés. Fatigué et agacé, il se demande pourquoi Abarok ne l'a jamais prévenu de ça. Tuer un héros n'était pas la partie la plus difficile, mais une fois mort, tous les monstres de la forêt ont été attirés par lui. Il commence à être à court d'options, réalisant que son énergie cosmique est sur le point de s'épuiser. Une grande partie avait déjà été utilisée pendant son combat contre le héros plus tôt. Il comprend qu'il n'a plus aucun moyen d'échapper à cette situation simplement en fuyant. Au moment où il ralentit, l'un des démons manque de le mettre en pièces. Il est forcé de continuer à se battre tout en se déplaçant, même alors que son endurance commence à atteindre sa limite. À cet instant précis, il remarque quelque chose d'important. Il regagne un peu d'énergie cosmique chaque fois qu'un démon meurt. Cela déclenche instantanément une idée dans son esprit. Il réalise qu'il n'a plus besoin de continuer à fuir, car la seule façon de survivre est de riposter. Se retournant, il abat un autre démon et s'engage dans une bataille longue et brutale. Pendant ce temps, dans le territoire des démons, Rital ordonne à ses hommes qu'ils n'ont plus le temps d'attendre Ogress. Puisque le général n'est pas présent, il prend le commandement et dit à Kevron de former une équipe d'éclaireurs. Leur mission est de découvrir ce qui a causé la mort d'Urka le héros. Kevron hoche la tête et lui assure que ce sera réglé rapidement. Après cela, Rital passe à la planification de moyens pour renforcer leurs avant-postes. C'est alors qu'un messager se précipite et signale qu'il y a du mouvement à l'intérieur du portail. Quelques secondes plus tard, le général Ogress arrive avec son groupe, les deux se regardent dans les yeux, ressemblant plus à des rivaux qu'à des alliés à ce moment-là. De retour sur l'île, le corps de Zack est couvert de blessures et ses vêtements sont en lambeaux, complètement épuisés. Il marche lentement à travers la forêt, à la recherche de ses réserves de secours. Derrière lui se trouvent les restes de centaines de chiens démoniaques qui le pourchassaient auparavant. Bientôt, il atteint enfin l'arbre où il avait caché ses provisions plus tôt. Il grimpe et s'installe sur une branche, prenant un moment pour reposer son corps. Le sentiment de calme et de sécurité, accompagné de la douce lumière de la lune sur son visage, l'assoupit et il s'endort sans s'en rendre compte. Une demi-journée plus tard, il se réveille au son du chant des oiseaux autour de lui. Il est surpris que le monde n'ait pas pris fin même après qu'un mois complet se soit écoulé depuis son arrivée ici. Pourtant, une vie infernale comme celle-ci donne l'impression que tout s'est arrêté au moment où il a été invoqué. Après cela, il pense ses blessures et saute prudemment de l'arbre. Il est surpris par la vitesse à laquelle son corps guérit de lui-même. Il se sent toujours mentalement épuisé, mais l'idée de choisir sa classe lorsqu'il atteindra sa base le pousse à avancer. Juste à ce moment-là, le bruit d'une brindille qui craque l'avertit que quelqu'un est tout près. Effectivement, un éclaireur démon aux cheveux rouges se déplace dans la zone. Caché dans les buissons, il est choqué de voir une créature avec des cornes pour la première fois de sa vie. Il a du mal à croire qu'il y a un vrai démon planté là. Le démon parle dans une langue étrangère qu'il ne peut pas comprendre, mais il prononce clairement le nom du deuxième héros après avoir vu les restes à proximité. Après avoir terminé son inspection, le démon réalise qu'il doit immédiatement faire son rapport au général Ogress. Il a l'air excité, pensant qu'il pourrait être récompensé pour cette découverte. Mais Zack a déjà d'autres plans en tête. D'un coup soudain, il frappe l'arrière de la tête de l'homme avec sa hache et l'assomme instantanément. Puis, sans perdre de temps, il jette le démon inconscient sur son épaule et le ramène à sa base. Plus tard dans la nuit, le démon est solidement attaché à une chaise avec des cordes, incapable de bouger. Pour le réveiller, Zack lui verse de l'eau glacée sur la tête sans crier gare. Le démon panique et se met à crier, confus, au moment où il se réveille. Agacé, notre gars décide de le faire taire de la façon la plus simple possible. Il place la hache contre son cou et se présente. Soudain, le démon l'appelle humain, prouvant qu'ils peuvent se comprendre après tout. Alors notre héros commence à l'interroger, lui demandant s'il y a d'autres membres de son espèce qui envahissent l'île. Quand il coupe le poignet du démon pour le forcer à parler, le corps de l'homme commence soudain à rougeoyer. Une énorme poussée d'énergie s'accumule en lui et il crie que Zack brûlera en enfer. Sans prévenir,
une puissante explosion se déclenche juste devant lui. Heureusement, notre gars parvient à échapper à l'explosion. Il regarde avec incrédulité alors que tout dans la zone est réduit en cendres. Le fou furieux a carrément utilisé toute son énergie pour se faire exploser au lieu de dénoncer les siens. Ce niveau insensé de loyauté lui fait réaliser qu'il ne peut plus traiter ses démons comme les autres monstres. Zack se cache immédiatement dans un arbre, s'attendant à ce que d'autres démons envahissent la zone pour enquêter sur l'explosion. Après avoir attendu un moment, il se détend enfin et redescend près de l'endroit où le démon s'est fait exploser. Notre gars regarde le sol calciné et fait la remarque que c'est du gâchis que l'intrus se soit littéralement fait exploser. C'était une occasion en or de looter du bon équipement. Se remémorant l'explosion, Zack regrette d'avoir manqué cette opportunité. Mais il est quand même satisfait d'en avoir au moins tiré une nouvelle hache. La sienne était complètement foutue. Bref, il a enfin atteint le niveau 25 et est maintenant prêt à choisir sa classe. Mais avant cela, il achète un objet qui crée des illusions et cache son propriétaire au vu et au su de tous. Une petite caisse apparaît à ses pieds et il en sort des fragments luminescents, les plaçant soigneusement autour de son camp un par un. Dès qu'il place le dernier fragment, une barrière violette géante apparaît tout autour du camp, effaçant sa présence des sens de tout intrus. Il reste sans voix face à la puissance magique pure de cet objet. C'est comme si le camp n'avait jamais été là pour commencer. Et il est certain qu'il ne sera plus dérangé par des démons errants au hasard. Sur ce, il ouvre le menu et sélectionne l'option pour démarrer la sélection de classe. Juste au moment où il s'enthousiasme, un message d'erreur massif apparaît soudainement, indiquant qu'un nœud du Nexus est requis pour commencer la sélection de classe. En voyant cela, notre gars pète les plombs, hurlant sur le système pour être ridiculement avare et l'avoir laissé sur sa faim. Après s'être défoulé un moment, il accepte à contre-cœur l'offre d'acheter un nœud avec les 6000 pièces du Nexus qu'il avait minutieusement économisées avec le temps. Quand il clique sur le bouton oui, une pierre géante avec un cristal incandescent en son centre s'élève du sol juste devant lui. Notre héros tapote la table d'enchantement avec sa hache, et un nouveau menu apparaît soudain en réponse. Il indique qu'il y a 5 classes disponibles parmi lesquelles choisir, ce qui lui donne instantanément l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons. Parmi les options présentées, il y a le combattant, équipé de redoutables armes de mêlée. Ensuite, il y a l'acolyte qui se spécialise dans la magie et les potions. Le marin est une classe experte en combat aquatique. Le chasseur de démons est une classe de type guerrier, doué pour localiser et éliminer les démons ennemis. Enfin, il y a le bûcheron, un simple abatteur qui utilise la forêt elle-même comme arme. Notre gars parcourt les options, remarquant rapidement qu'elles sont toutes de rang F. Ce qui signifie que chaque joueur commence ici. Il note également que chaque classe est améliorable, elles ont donc tout un potentiel caché pour devenir puissantes par la suite. Après mûre réflexion, il élimine à la fois le guerrier et l'acolyte. Ils sont trop basiques, par rapport aux options plus uniques disponibles. De plus, il sent que la classe de chasseur ralentirait sa croissance plus tard, puisqu'elle n'est bonne que pour la chasse aux démons. La classe de marin est la suivante sur la liste noire, en raison de ses limitations environnementales. Avec tous ses choix éliminés, il choisit bûcheron, ce qui est fait sur mesure pour lui. En y réfléchissant, il a l'impression que le système récompense son travail acharné. En même temps, cette classe limite clairement son choix d'arme à une hache uniquement, ce qui pourrait poser problème plus tard. Mais il est plutôt confiant dans ses compétences avec une hachette. Donc la limitation d'armes n'affecte pas un pro comme lui. Sur ce, il attrape le cristal et valide son choix de classe. Il crie bûcheron au cristal, et celui-ci commence immédiatement à briller encore plus fort, tandis que de fortes rafales de vent tourbillonnent autour de son corps. Des veines lumineuses apparaissent sur tout le corps de Zack, et ses yeux virent au jaune vif. Une notification apparaît alors, confirmant que la classe de bûcheron a été sélectionnée avec succès. Une rafale de pop UPS du système suit juste après, affichant de nouveaux titres et statistiques obtenus par notre héros. Pendant tout ce temps, le cristal continue de briller intensément, et les veines de lumière s'étendent encore plus sur son corps. Ensuite, notre gars est frappé par une intense décharge d'énergie jaune à travers tout son corps, tandis que les notifications confirment que toutes ses compétences sont désormais activement renforcées. Zack tombe à genoux, tremblant encore de l'onde de choc. Son corps entier est trempé de sueur. Il sourit fièrement d'être le premier au monde entier à obtenir cette classe. Quand il vérifie ses nouvelles statistiques, il est ravi de voir qu'elles ont toutes massivement grimpé. Il examine ensuite son propre corps, et réalise qu'il a gagné près de 10 kilos de muscles secs en quelques secondes. Mon gars les contracte comme s'il venait de faire une séance de malade à la salle. L'énergie cosmique jaillit à travers son corps. Il fait défiler curieusement ses nouvelles compétences, pour finalement découvrir que la plupart d'entre elles sont bloquées derrière des quêtes secondaires. Dans ce monde, rien ne s'obtient sans un travail acharné. Sur ce, notre MC serre fermement sa hachette, prêt à enfin montrer à ces enfoirés de démons à qui ils ont affaire. Il est expliqué que les incursions sont une énorme opportunité pour les démons d'acquérir richesse et pouvoir. Même si le plan actuel a été ruiné à cause de la trahison d'Ogresse, le diable sournois a utilisé son autorité pour envoyer de plus petites meutes de démons à travers le portail, au lieu de déployer toute son armée. Normalement, rien sur l'île ne devrait les menacer, puisqu'ils n'ont aucune idée que Zack existe. Ils croient toujours que les deux héros ont probablement combattu à mort après avoir été envoyés là-bas. À cause des actions d'Ogresse, les démons ont perdu un mois entier de préparation contre les véritables menaces pour leur clan. Pour se rattraper, ils sacrifient des milliers d'esclaves pour apaiser ce qu'ils appellent les cieux. Kevren, cependant,
est satisfait de la tournure des événements. Lors des missions de reconnaissance pour trouver qui a tué le deuxième héros, ces hommes ont découvert un cristal de Nexus caché au fond d'une grotte. Cette petite gemme vaut des milliers de fois son poids en or, assez pour surpasser la richesse de toute une vie de nombreux anciens du clan. Puisque ces éclaireurs l'ont trouvé, Kevren a le contrôle total sur la destination de l'argent de sa vente. Il a l'intention de s'assurer que les anciens du clan n'envoient pas la moindre pièce. Alors que le soleil commence à se coucher, Kevren est fatigué d'avoir marché toute la journée et ordonne à ses soldats de monter le camp. Après cela, il se dirige vers un flanc de montagne avec une vue dégagée et demande à sa subordonnée Kayla si elle aime le paysage. Ses soldats ne perdent pas de temps à préparer une table VIP pour deux, juste pour lui. Après que Kayla et Kevren ont pris place, elle semble surprise qu'il ait du temps pour ce genre de choses au beau milieu d'une incursion. Le commandant Sim prie et lui dit qu'il n'est jamais trop occupé pour quelqu'un à qui il tient vraiment. C'est alors que quelques insectes commencent à bourdonner autour de lui et ruinent instantanément l'ambiance de son petit rendez-vous en forêt, ce qui l'agace sérieusement. Il hurle sur son subalterne Gormor pour qu'il se débarrasse enfin des mouches. Gormor ne répond pas, ce qui lui indique que quelque chose ne va pas. Kayla et Kevren se retournent en même temps pour voir ce que fait Gormor. Au lieu de cela, il trouve un humain musclé avec une hache en train de mutiler le dos du pauvre soldat. Au début, il pense que c'est juste un indigène de la forêt, et Kayla tire rapidement une flèche pour l'abattre. Cependant, Zack réagit instantanément, dégainant un couteau de lancer et le projetant sur elle. Sa lame fend la flèche net depuis la pointe avec une précision chirurgicale. À ce moment-là, Kevren suppose que l'humain est distrait et balance son espadon. Notre héros parvient à le bloquer avec sa hachette, libérant une onde de choc massive à l'impact. Kevren tente de le dominer, et pour la première fois, il se sent excité d'affronter un humain doté d'une telle force. Même alors, il n'hésite pas, pleinement convaincu de pouvoir l'écraser comme n'importe quel autre insecte. Soudain, Zack sent l'espadon appuyer plus fort contre sa hache avec une force écrasante. Pendant qu'il est coincé à le repousser, Med l'attaque par derrière sans prévenir. Il parvient à l'esquiver en déviant l'espadon et en se baissant sous l'attaque du démon. Juste après, il porte un coup violent au torse de Med, transperçant même l'armure dans son dos. La frappe brutale envoie instantanément le malchanceux démon voler au loin. Furieux, Kevren attaque à nouveau, mais notre héros se déplace soudainement derrière lui en un clin d'œil. Au moment où il s'apprête à planter sa hache dans le dos du commandant, une énergie sombre enveloppe soudainement son corps. La douleur le paralyse sur place, offrant à Kayla l'occasion parfaite de lui tirer dessus par derrière. Sa flèche se plante droit dans son dos avant qu'il ne puisse réagir. Zack reste étourdi un bref instant à cause de l'attaque soudaine, et Kevren en profite pour porter ce qui devrait être le coup de grâce. Malgré cela, il le bloque à la dernière seconde avec sa hache, ce qui laisse le démon complètement abasourdi sur place. Il est véritablement secoué qu'un mortel aussi fort puisse exister dans un monde qui a été initié à peine un mois plus tôt. Notre héros l'attrape par la tête et vise directement le cou, ignorant la flèche qui vole déjà droit vers lui. Quand il la sent arriver, il recule juste à temps et elle lui érafle à peine le visage. Il essuie le sang de son visage et dévisage son adversaire, montrant clairement qu'il n'a pas l'intention de s'enfuir maintenant. En voyant cela, Kevren le félicite pour son impressionnante démonstration de force en tant que simple humain dans cette situation. Pourtant, il méprise ouvertement son espèce, des déchets venus d'un autre monde, trop faibles pour même cultiver l'énergie. Pourtant, il s'accroche à leur vie pathétique comme des moucherons dont le bourdonnement constant finit par vous taper sur les nerfs. Kevren le traite de défieur comme Abrak l'a fait, des ordures abandonnées qui persévèrent et acquièrent du pouvoir grâce au système. Il admet que Zack a les compétences pour arriver jusque-là, mais la seule erreur qu'il a commise est d'avoir choisi de le défier. Kevren ne se retient pas en balançant son épée d'un grand mouvement, mais notre héros se la joue Matrix, se penchant en arrière pour éviter la frappe. Zack frappe ensuite vers le bas en enfonçant sa hache dans le plastron du démon. Cependant, l'arme rebondit sans effort et l'onde de choc l'envoie voler en arrière. En regardant le démon, il réalise qu'il n'a même pas égratigné l'armure et que son attaque a été renvoyée. Kevren ne relâche pas la pression et se précipite avec un autre coup, mais notre héros lui joue un tour et lui balance la table. Cela prend le démon par surprise et il est forcé de détruire toutes les délicieuses friandises qu'il avait apportées. Zack se faufile ensuite dans son angle mort et claque sa hache sur le démon, le projetant en arrière. Le garde PNJ se précipite vers son supérieur, qui lui hurle de ne pas quitter l'ennemi des yeux. Mais il est trop tard puisqu'il lui tranche le cou, déconnectant avec succès la connexion Bluetooth de sa tête avec son corps. Les yeux de Kevren s'écarquillent sous le choc alors qu'il évite de justesse le coup de hache qui aurait pu l'achever. Il fauche ensuite les jambes de notre héros et le plaque au sol. Ils se retrouvent tous deux dans une impasse, essayant de se crever les yeux avec leurs doigts. En voyant la rage dans les yeux de l'humain, Kevren ordonne à Kayla de tirer immédiatement. Il sort alors le couteau qu'il cachait dans son dos et poignarde Zack sur le flanc. Notre héros hurle de douleur tandis que le démon aux cheveux bleus le nargue, pensant avoir gagné. Kevren tente d'étouffer notre héros, quittant lentement la main vers sa hache. Le démon continue de retourner le couteau dans la plaie tout en se moquant de lui pour avoir joué les durs plus tôt. Finalement, Zack parvient à attraper son arme et le fait taire en lui plantant la lame droit dans le cou. Le système l'informe qu'il a monté de niveau et il repousse le cadavre. Alors qu'il a du mal à se relever, Kayla prépare une autre flèche et l'avertit de ne pas faire un pas de plus. Il ignore l'avertissement et fait un pas, ce qui lui vaut une flèche droit dans l'articulation de l'épaule. La démone répète son avertissement tout en encochant une autre flèche à son arc. Elle jure qu'elle le fera souffrir,
mais il ne semble pas le moins du monde intimidé, et fixe l'arme encore plantée dans son estomac. Quelques instants plus tard, l'abonnement à la vie de Kayla a été résilié et notre héros fouille les cadavres à la recherche de butin. Tout en tenant sa blessure, il espère obtenir de bons équipements, contrairement au dernier démon qui a décidé de se faire exploser en kamikaze dans sa base. Soudain, il ramasse une étrange bourse brillante qui pèse bien plus lourd qu'il n'y paraît. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre que c'est un objet de stockage dimensionnel contenant littéralement une pièce entière remplie d'objets. Constatant qu'il s'agit principalement de nourriture et de meubles, il se demande si les démons préparaient une invasion ou du camping. Il tombe également sur un tas de cristaux d'aspect étrange et se demande ce que c'est. L'écran du système apparaît alors et lui indique qu'il s'agit de cristaux de Nexus remplis d'énergie cosmique. Ils peuvent être absorbés lentement au fil du temps pour augmenter de niveau. Il trouve un peu incroyable qu'une telle chose existe, mais il ressent clairement l'énergie dense qui y est concentrée. Il se rappelle alors que l'une des quêtes offrait également ces cristaux en récompense. Mais ceux-ci ne sont que de rang F. Quelque temps plus tard, notre héros est équipé de son nouvel équipement, avec la bourse de stockage dimensionnel pendue à sa ceinture. Avec un sourire narquois, il remercie les gentils démons morts pour leur équipement. Puisque l'épée n'a pas beaucoup de valeur pour lui, il décide de la ranger plutôt que de la laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Après cela, il ouvre l'écran de son statut, satisfait du taux de progression de ses quêtes. Cela fait un mois que l'invasion a commencé, et il reste encore 3 officiers démons qu'il doit encore affronter. Il regarde ensuite l'écran de ses compétences et se dit qu'il a encore beaucoup plus de farming à faire avant que ses compétences ne montent de niveau. Jusqu'à présent, il a tué 2 des 4 héros, ce qui laisse le diablotin et un autre. Il y a aussi le général de l'incursion dont il doit s'occuper. Comme il ne connaît ni l'emplacement du diablotin ni celui du héros inconnu, cela ne lui laisse qu'une seule option, le général de l'incursion. Fixant le signal rouge évident, il décide qu'il est temps de s'occuper du grand boss. Plus tard, dans le territoire des démons, la panique se répand partout alors que les soldats se précipitent vers les portes, dans le chaos. Aucun d'entre eux ne comprend qui est cet intrus, qui attaque et massacre chaque unité qu'ils envoient au combat. Une fois que la nouvelle escouade a enfin atteint les portes principales, leur capitaine reste complètement sans voix. Il observe d'innombrables cadavres de démons et de monstres froids et s'en vit juste devant l'entrée. Quelque part à proximité, notre héros est blessé et épuisé par sa tentative d'effraction. Il a tué plus d'une centaine de démons et amélioré sa maîtrise de la hache, au passage. Mais il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de soldats pour qu'il puisse se frayer un chemin et atteindre le général. Avec sa force actuelle, il se fera détruire au moment où il franchira les portes principales. Pour compliquer les choses, il est impossible d'infiltrer l'avant-poste puisque les gardes postés dans toutes les directions l'ont déjà surpris une fois. Ensuite, il y a aussi une patrouille qu'il a vue plus tôt qui continue de faire des allers-retours entre l'avant-poste et les montagnes, probablement en train de miner des ressources ou de faire quelque chose de malfaisant. Le plus grand groupe de démons, cependant, vit à l'intérieur de la forteresse elle-même. Il pensait d'abord qu'ils étaient des PNJ, mais il s'est rendu compte, après avoir observé leurs personnalités uniques et leurs conversations, que ce sont de vraies personnes comme lui. Cela l'amène à se demander s'ils sont dans la même situation que lui, forcés de survivre dans ce monde. Mais peu importe. Pour lui, ce sont des menaces sur l'île qui est sa nouvelle maison, et la façon la plus efficace de négocier pour ce barbare est d'utiliser sa hache. Il refuse d'abandonner tant qu'il ne sera pas assez fort pour quitter cet endroit et partir à la recherche de sa famille. Sa détermination est forte et il abattra toute la lignée des démons si c'est ce qu'il faut. Avant cela cependant, il doit rester réaliste et penser à l'avenir. Il décide de vaincre d'abord les 2 autres héros puis de terminer la quête en prenant la tête d'Ogri. Cela s'avère difficile, puisqu'il ne parvient pas à trouver les 2 héros restants pendant plusieurs jours d'affilée. Il continue d'améliorer sa maîtrise de la hache en tuant des monstres. De l'océan au bord de l'île jusqu'aux profondeurs de chaque système de grotte qu'il peut trouver. À la fin de ses recherches, il escalade les falaises les plus hautes pour avoir une vue complète de l'île. Il se rend compte qu'il cherchait au mauvais endroit tout le temps. Soudain, il aperçoit une bête étrange qui se détend sur une branche d'arbre sur le flanc de la montagne. Les 2 singes se dévisagent, tous 2 aussi confus sur l'identité de l'autre. Puis, sortant de nulle part, le primate de pierre commence à paniquer. Curieux, il utilise son œil de discernement et découvre qu'il s'agit de l'un des 2 héros restants, le singe de pierre. Le singe devient fou furieux alors que ses yeux brillent d'une teinte orange foncé. Le primate saute alors de son perchoir et se précipite vers lui à toute vitesse. Anticipant déjà cela, il fonce vers son ennemi en balançant sa hache. Il tranche instantanément le pauvre chimpanzé en 2. Cela augmente encore plus sa maîtrise de la hache et ses points de Nexus. Zack se dit intérieurement que ces bêtes restent toujours dans leur territoire, ce qui est probablement la raison pour laquelle il n'en a jamais rencontré auparavant. Pendant un instant, il envisage de s'enfoncer plus loin dans les montagnes pour en trouver d'autres, mais ses pensées sont interrompues alors que des cris violents éclatent tout autour de lui. Il lève les yeux vers la montagne pour trouver d'autres bêtes comme la précédente venant droit sur lui. N'ayant pas peur d'abattre d'autres chimpanzés, il sort sa hache pour leur montrer qui est le patron. En combattant les singes, il repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Au début, il était complètement perdu, n'ayant aucune idée de ce qui arrivait à son monde ou à sa famille. Il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il combattait et montait de niveau, les choses ont lentement commencé à avoir plus de sens. Zack arrive à la simple conclusion que tous ses ennemis font partie de la forêt et qu'il est le bûcheron dont le travail est de tout abattre. Pendant le combat, il atteint enfin le niveau maximum de sa maîtrise de la hache. Soudain, il est aspiré dans un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Devant lui se dresse un vaste château entouré de verdure luxuriante,
avec des villes flottantes géantes, suspendues dans le ciel lointain. Confus, notre héros se demande où il est et s'il s'agit d'une sorte de vision. Au loin, il voit des armées d'anges et de géants vêtus d'or marchant directement vers lui. Alors qu'il prend conscience de leur taille et de leur puissance écrasante, il remarque soudainement qu'il n'est pas seul. Debout à côté de lui se trouve un bûcheron chauve et musclé qui balance sa hache massive. Le chauve inspire profondément, puis lève son arme au-dessus de sa tête. Des éclairs d'électricité se rassemblent autour de lui alors qu'il frappe vers le bas, libérant des vagues massives d'énergie violette. L'onde de choc dévastatrice anéantit complètement l'armée des anges. Presque comme s'il était en transe, notre héros imite le mouvement et balance sa propre hache sur les forces restantes. La hache s'écrase sur le sol et il remarque que ses mains et son arme brillent d'une puissance intense. Plus tard, il prend un peu de repos près d'un arbre sur une montagne de cadavres de singes de pierre qu'il a détruits. Le système l'informe qu'il a acquis le pouvoir de lourdeur du Dao. Il se rappelle que le Dao fait partie de la mythologie orientale et trouve surprenant que ce soit une chose réelle. Bien qu'il ne soit pas sûr de ce que c'est exactement, il peut sentir le pouvoir affluer en lui comme s'il faisait partie de lui désormais. Après avoir eu un aperçu de ce porteur de hache du Dao, il réalise que le poids derrière ses attaques était très déséquilibré. Il a l'impression que ses coups étaient au mieux médiocres, et que l'homme dans sa vision possédait la véritable bonne technique. Saisissant sa hache, il imagine le poids derrière ses coups et le laisse lentement s'écouler dans son attaque. Dès qu'il tapote doucement le sol avec sa hache, le terrain se fend avec facilité. Même si c'est bien plus que ce qu'il n'avait jamais réussi auparavant, il n'est toujours pas satisfait puisque l'homme de la vision n'utilisait pas seulement la lourdeur. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne comprend pas à propos de la technique, mais il espère pouvoir atteindre ce sommet un jour. Le système l'informe alors qu'il est la troisième personne jusqu'à présent à atteindre l'illumination, lui faisant réaliser qu'il y a d'autres personnes fortes là-bas aussi. Puisque le tutoriel s'est terminé après le premier mois, il se demande combien de véritables génies se trouvent dans le monde maintenant. Son esprit commence à s'emballer, se demandant si l'humanité a déjà commencé à se remettre alors qu'il est toujours coincé sur cette île inutile. Notre héros se sent en colère, car il a été le premier tout ce temps, et c'est la première fois qu'il prend du retard sur les autres. Cela le motive à se donner encore plus à fond car la force est la seule monnaie qui comptera dans le nouveau monde. Il regarde ensuite les exigences de la quête et sourit, réalisant qu'il était tellement concentré qu'il n'avait pas remarqué que son autre quête est sur le point d'être terminée. Pendant ce temps, à la base d'incursion, Ogri exige de savoir ce que Kevren a fait cette fois. Un soldat l'informe que le démon aux cheveux bleus est mort. Alors que le PNJ explique que c'est peut-être le même groupe qui a tué les deux autres auparavant, le général retient à peine son rire. Le pauvre soldat continue son rapport pendant que le général se cache derrière son subordonné et rit silencieusement. Dans son esprit, il est plus curieux qu'une des épines sur son chemin et décidé de se faire tuer. Ogri retrouve son sang-froid et s'excuse, mettant cela sur le compte d'allergie à la nouvelle atmosphère. À l'intérieur, il est un peu agacé que son informatrice de confiance Kayla ait également été tuée. Il ordonne ensuite aux soldats d'envoyer des troupes à Crinière de Cendre et Kugo, puisque l'ennemi est plus fort qu'il ne le pensait. Quoi qu'il en soit, il est content et espère que Ridal et les combattants locaux s'affronteront et se détruiront mutuellement. Ilve éclate alors sa bulle et lui fait remarquer qu'il sourit encore trop, ce qui lui vaut la ferme en retour. De retour à notre héros, Zack est occupé à couper du bois après bois comme s'il jouait à Minecraft. Avec une dernière branche, il la tranche et termine enfin la quête de farming et monte de niveau. Quelque temps plus tard, il escalade à nouveau une falaise rocheuse et tombe sur une troupe de singes de pierre. Pas effrayé du tout, il leur hurle dessus, ce qui les pousse instantanément à se précipiter vers lui dans un accès de rage. Zack charge simplement l'énergie cosmique en lui. Dès que les singes s'approchent, il claque la lame sur le sol. L'onde de choc qui en résulte réduit instantanément les monstres en miettes. Notre héros ne s'arrête pas là et continue de grimper, pleinement convaincu que les montagnes doivent cacher quelque chose. Il en est certain car plus il grimpe, plus l'énergie cosmique devient forte. Même les singes de pierre deviennent de plus en plus forts et se déplacent comme s'ils patrouillaient dans la zone. Ce comportement étrange donne l'impression que plus ils s'approchent du sommet, plus les monstres deviennent intelligents. Les singes commencent à se déplacer en meute et certains groupes ont même un chef. Le chef est le plus grand et le plus fort d'entre eux. Malgré cela, aucun d'entre eux n'arrive à la cheville de notre héros qui l'errait complètement de la carte. Zack continue d'escalader les montagnes pendant des jours d'affilée, mais fait chou blanc car il ne trouve pas le héros singe. Mais tout change lorsqu'il réalise enfin que le héros ne se cache pas au sommet des montagnes. Au lieu de cela, il se cache en bas, dans la vallée. Alors que notre héros glisse le long de la montagne vers lui, ses yeux s'écarquillent soudainement sous le choc. En regardant les alentours, il se demande ce qu'il s'est passé ici. En train de méditer devant lui se trouve une contrefaçon de Wukong venant de Temu, qui est presque au niveau 60. Crinière de Cendre ouvre soudain les yeux et parvient à bloquer l'attaque avec ses mains, qui sinon l'aurait envoyé dans l'au-delà. Zack continue d'essayer de forcer la hache vers le bas, mais le héros singe n'abandonne pas si facilement. Ses yeux commencent à briller en jaune alors qu'il canalise l'énergie cosmique dans sa hache et plaque notre héros au sol. Cependant, Zack se relève instantanément et recule de quelques pas. Se tenant la poitrine, il sourit en pensant qu'il s'agit bel et bien d'un vrai héros. Bien qu'il ait presque triplé sa force et qu'il ait également atteint l'illumination, une nouvelle classe et des compétences, le héros singe a tout de même rattrapé sa hache avec aisance. Il affirme que Crinière de Cendre est bien plus fort que les deux autres moins que rien qu'il a tué auparavant. Les deux commencent à tourner en rond jusqu'à ce que Zack fasse enfin le premier mouvement et fonce avec sa hache.
Crinière de cendre lève sa jambe et lance une gigantesque vague de pierre droit devant. Notre héros la tranche avec facilité et continue d'avancer en sautant par-dessus les pointes. Il balance son arme vers la tête du singe, mais le héros se baisse simplement et esquive l'attaque. Le monstre vise alors son cou avec ses griffes, mais notre héros part l'attaque et lui donne un coup de poing au visage à la place. Cependant, le monstre riposte avec une entaille et fait saigner Zack. Du sang éclabousse toute la zone alors que les deux continuent de se battre et de bouger partout. Alors que notre héros s'élance vers l'avant, le singe saute soudainement devant et lui barre la route. Cela lui fait réaliser quelque chose et il commence à sourire comme un fou. Crinière de cendre essaie activement de l'empêcher d'atteindre l'arbre, ce qui lui fait penser qu'il doit s'agir de quelque chose d'important. Zack élabore alors un plan et fait semblant d'attaquer l'arbre alors qu'il se dirige droit vers lui. Le héros singe panique et se précipite en avant pour intercepter le coup destiné à l'arbre avec son corps. Notre héros est satisfait que son plan ait fonctionné et retire sa hache. Il frappe à nouveau, ce que Crinière de cendre essaie de bloquer d'une main. Cependant, le héros y parvient tout juste. Zack loue sa détermination à protéger sa maison, mais retire alors ses mains et se prépare à frapper à nouveau. Il commence alors à distribuer des séries de coups de poing, repoussant lentement le singe en arrière. Ne voyant aucune issue, le héros pousse un cri puissant qui résonne à travers les montagnes. Notre héros commence à paniquer car il réalise que les autres singes ont dû l'entendre et essaie d'en finir aussi vite que possible. À ce moment-là, une pierre s'écrase à l'arrière de sa tête et il est contraint de battre en retraite. Se tenant la tête de douleur, il maudit sa chance, car il était si près de la victoire. Cependant, s'il décide de s'enfuir maintenant, il n'aura peut-être jamais une autre chance de combattre le héros en un contre un à nouveau. Mais d'un autre côté, y retourner tête baissée mènerait à une mort garantie. Ces deux choix le font trembler de rage alors qu'il fixe le sourire mauvais sur le visage de Crinière de cendre. Finalement, il décide de se retirer et fonce à travers la forêt. Cependant, dans son esprit, il sait qu'il ne pourra pas s'échapper facilement avec ses blessures actuelles et son énergie cosmique presque épuisée. Les singes de pierre ne se retiennent pas alors qu'ils le poursuivent à travers les arbres, tout en appelant les autres singes de la zone. À ce moment, Zack remarque une grotte sur sa gauche et court immédiatement vers elle. Il s'arrête en glissant une fois à l'intérieur et regarde la horde de singes de pierre s'approcher de lui. Notre héros ferme les yeux pour se concentrer tout en pensant que ce qu'il s'apprête à faire est une très mauvaise idée. Mais s'il veut vivre un jour de plus et se battre à nouveau avec le héros, alors il n'a pas le choix. Laissant pendre sa hache, il réalise qu'il aura besoin de bien plus qu'une petite fissure cette fois-ci. Avec cette dernière pensée, il abat violemment sa hache et déclenche un énorme éboulement sur les singes de pierre. Pendant ce temps, il reste là, à l'intérieur de la grotte, complètement imperturbable.